Hop. Bon allez, il va être 9 heures, on va pouvoir commencer gentiment sur ce webinaire. On va laisser, au pire des cas, les autres nous rejoindre, en cours de route. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci de marquer présence pour ce webinaire, cybersécurité, notamment pour évoquer, parce que c'est un audit de sécurité chez Vfit. Bon, on va passer rapidement pour vous annoncer un petit peu le sommaire, sur qui on est rapidement, hein, savoir un peu ce qu'on propose, hein, pour remettre à jour, finalement nos services et pour que vous puissiez nous identifier correctement. Ensuite, on va vous évoquer finalement le pourquoi on propose aujourd'hui un audit de cybersécurité. Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est bien beau d'en proposer, mais finalement on se pose jamais la question de pourquoi. Donc on va tenter, moi et Kyrian, de vous justement, vous parler de ça. Et puis après Kyrian, introduira gentiment, d'un point de vue un peu plus technique, sans pour autant rentrer dans la noirceur technique de la cybersécurité, voilà, en toute bienveillance. Alors pour ma part, je me présente, Kevin Forget, je suis, assistant commercial depuis 1 an, chez Dactyl Bureau Infogérance. Alors Dactyl Bureau Infogérance, c'est un peu comme OMR, hein, bien évidemment, sauf que nous, on va être localisés sur la partie 45, donc Orléans, Bourges 18 et Nevers 58. Et naturellement, la partie OMR qui, elle, sera, positionnée sur le côté Nantes, Angers, et Bretagne. Tout à Hop fait. là. Alors hop, je prends 2 Et secondes puis, pour bah, réajuster écoute, la caméra. ouais, je te laisse te présenter à toi, Kyrian, hein. Qui es-tu? Bonjour à tous du coup, moi je suis Karen Le Pendeven, je fais partie du pôle cybersécurité du groupe Vflit. Voilà, on se situe dans les locaux d'EMR en périphérie de Nantes, mais on travaille pour l'entièreté du groupe Vflit, donc que ce soit Dactyl, OMR forcément, Médis, Sirène, CTV, Spascom et cetera. Toute l'entièreté du groupe Vflit, on travaille sur les sujets de cybersécurité avec les personnes sur les sujets internes et directement avec les différents clients, quand c'est nécessaire. OK, super. Donc, effectivement, là, l'idée, c'est de refaire un petit périmètre sur, ce qu'on est capable de vous proposer. Alors effectivement, aujourd'hui, on va même plus parler en nom de société, mais plutôt en tant que groupe, hein, bannière. Bon, la bannière Vflit, vous facilitez l'IT parce que comme vous pouvez le voir juste en haut, bah, il y a quelques sociétés, OMR, Dactyl, Médis, Sirène, CTV, Space.com. Donc effectivement, c'était beaucoup plus évident de communiquer d'une manière un peu uniforme. Et l'ensemble de ces sociétés, finalement, va répondre aujourd'hui sur l'ensemble de nos métiers, comme vous pouvez le voir, hein, historiquement, naturellement, système et réseau cloud, la téléphonie, justement, pour la partie CTV, Espace.com, application de gestion sur côté Médis, avec justement une équipe d'après-vente et d'assistance sur les bureaux de Bourges. Partie sûreté qui va, elle, être positionnée plutôt vers Nantes. Et enfin, cybersécurité, l'axe qui, maintenant a connu chez nous depuis 5 ans. Alors pour la petite histoire, bien sûr, pour, répondre à cet axe-là et surtout pour pouvoir le permettre, bah, il y a certains critères qu'il faut répondre. Notamment en interne chez nous, il fallait un DPO pour justement un officier de la protection de données, hein. C'est lui en interne qui va justement chapeauter, toute la charte informatique et la sécurité des données de nos clients. Et puis un RSSI, hein, un responsable sécurité des systèmes d'information, qui lui, pour le coup, avec son équipe, va être amené à intervenir sur le terrain, justement en cas d'attaque, cybercriminalité, comme on a pu malheureusement le rencontrer, chez quelques de nos clients. Hop, donc voilà, là un peu plus en détail finalement, on va dire, pour expliquer un peu ce que propose finalement chaque brique. Là, cette fois-ci, on va s'intéresser un peu plus sur la brique cybersécurité. Alors, on reviendra évidemment sur la toute fin, l'offre en globalité. Là, l'idée, c'est de s'orienter un peu plus sur l'audit. Alors, pourquoi aujourd'hui, finalement, Vflit aujourd'hui est capable de vous proposer, des services, notamment sur la cybersécurité? En dehors effectivement d'une structure en interne, bah, on a réussi quelque part à engager, des certifications en cours. Alors là, on arrive sur la toute fin et qui sont obligatoires finalement, bah, pour pouvoir prétendre à la cybersécurité, notamment, en commençant par l'expert cyber. Évidemment, ça a été label qui en plus a été revalidé récemment, qui rien ne me l'a fait savoir, avec des démarches qui ont été de plus en plus lourdes
des critères beaucoup plus pointus et on est assez fiers finalement d'avoir pu valider à nouveau, ce label-là. Donc voilà, c'est quand même une certaine reconnaissance vis-à-vis de nous et c'est surtout vraiment un label qui est assez important aujourd'hui dans le monde de la cyber. Heu, mais pas que, il y a aussi l'ISO 27001. Alors là, ça va être une certification qui va simplement indiquer qu'en termes de sécurité, on avise d'être plutôt bon. Il y a encore un cran au-dessus, mais à aujourd'hui, ça va pas être le cran qu'on va viser. C'est pour justement prétendre de travailler tout ce qui va viser la NASA et cetera. Donc bon, ça va pas être notre cœur de métier et la certification HDS, on a des partenaires avec qui on travaille notamment sur des solutions de sauvegarde qui le sont. Mais nous, à terme aussi, on voudrait donc voilà, il va nous rester quelques mois avant de pouvoir valider ça. C'est pour hébergeurs de données de santé, simplement, c'est un badge, une certification qui va nous permettre de pouvoir naturellement, travailler avec le monde de l'hôpital parce que le monde de la santé, on se rend compte que c'est compliqué, de pouvoir, de pouvoir travailler avec eux et surtout que, bah, malheureusement, ils subissent de plus en plus d'attaques, c'est compliqué. Hop, alors effectivement, là, on avait évoqué l'expert cyber, donc voilà, c'est aujourd'hui une certification qui est assez importante. Donc aujourd'hui, vraiment, si demain vous devez vous rapprocher auprès de personnes qui proposent, de la cybercriminalité, enfin de la cyber, assistance plutôt, c'est un label qui va être vraiment, demandé de plus en plus. Donc c'est ce qui nous permet, nous aussi, en tant que partenaire, de justifier notre expertise dans le domaine et que, bah, on n'est pas n'importe qui et on se prétend pas, qui que ce soit sortir d'un chapeau. Le fait qu'on fait de la cyber, voilà, faut être vraiment être vigilant sur, ce que tout le monde peut proposer là-dessus. Heu, alors, on arrive finalement, à la question de, bah, pourquoi finalement proposer un audit de sécurité? Bah, parce qu'il y a des attaques aujourd'hui malheureusement, des attaques dans un peu dans les sens ce qu'on peut entendre, hein, que ça soit par mail, que ça soit par des intrusions, ce genre de choses. À travers ces attaques-là, naturellement, ça engendre aussi, des dysfonctionnements, mais surtout des attaques qui visent de plus en plus de beaucoup plus personnes. L'idée, c'est pas de se dire: «Je suis petit, une petite structure, une petite mairie, il va rien m'arriver». Maintenant, aujourd'hui, ils sont dans un schéma d'automatisation d'attaque. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la structure, qu'elle soit petite ou grande, elle sera naturellement visée de manière directe ou indirecte. Et naturellement, lorsqu'on se fait attaquer, bah, l'information est revendue au travers des réseaux hackers. Et naturellement, bah, lorsqu'on est attaqué, bah, on est impacté à différents niveaux. Tout dépend finalement le niveau de l'attaque, mais ça va très vite. Aujourd'hui, au niveau des mairies, ça va qu'il y a l'État qui sont là pour mettre un peu un pansement, de les accompagner, mais demain, une structure un peu plus privée qui se fait attaquer, bah, à travers ses clients, c'est sûr, c'est toujours beaucoup plus douloureux. C'est vrai qu'on a une perte un peu de confiance, c'est de se dire: «Je travaille avec, une entreprise privée qui se fait attaquer, donc est-ce que mes données où est-ce qu'il est fiable?» Vous voyez, tout de suite, on ça prend des proportions énormes. On pense souvent au coût de leur établissement au niveau de l'attaque, mais aussi on ne pense pas à ce que ça peut engendrer et la perte de clients, naturellement, ça en fait partie. La renommée quelque part parce que, pour peu que les médias parlent de vous, bah, naturellement, c'est pas forcément encourageant de donner une belle image de soi, mais encore au-delà de ça et surtout ce qui est encore plus dur, c'est qu'il y a des vols d'identité bancaire, de RIB et là, par contre, il y a des détournements d'argent qui sont beaucoup plus en plus, compliqués et là, en termes de coûts, ça devient, très difficilement encaissable et donc tout ça aujourd'hui, bah, malheureusement, il faut s'en prémunir et comment s'en prémunir? Et bah, c'est d'avoir naturellement un bon système de sauvegarde, mais c'est aussi de s'assurer que ce que dont j'ai mis en place soit correct et donc justement l'audit de sécurité est là pour vous accompagner et surtout pour détecter ce qui a été mis en place, les endroits auxquels sont, les portes pour les hackers qui vont rentrer. Donc on va voir que ça peut être parfois des mises à jour qui ont pas été poussées, des problèmes de sécurité qu'il faut combler, hein, naturellement parce qu'il y a un équipement qui devient de plus en plus obsolète. Voilà, faut s'informer de ça justement, l'audit de sécurité est là pour vous accompagner afin de répondre à toutes ces questions. Comme vous pouvez le voir en bas du diapo, hein, on parle quand même d'une entreprise sur 5 qui ferme définitivement ses portes. Voilà, comme je l'ai dit avec une mairie, c'est beaucoup moins évident que ça vu qu'il y a l'État, mais une entreprise privée, voilà, elle ferme ses portes parce que, bah, elle peut pas encaisser. Donc ouais, c'est compliqué.
Et justement, quelques exemples ont fait la une des médias, hein. Là, on va parler, de l'hôpital, justement d'Yvelines Sud. C'est l'attaque qui a simplement succédé l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le monde, médical est une vraie passoire, hélas, hein, malheureusement, autant vous dire les termes tels qu'ils soient. On s'est rendu compte qu'il y avait complications au niveau de sécurité à ce niveau-là et c'est pas forcément encourageant, sachant qu'on peut être justement l'un de ces patients rattachés à ces hôpitaux. Alors pas forcément vrai pour, les hôpitaux qu'on cite en exemple, mais autour de chez vous, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils peuvent rentrer un peu où ils veulent, comme ils veulent et détourner de l'argent avec des sommes complètement, faramineuses, hein. Aujourd'hui, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, on peut chiffrer ça à 2,4 millions. Alors bien évidemment, c'est jamais, tout le temps ces chiffres-là, hein. On a quelques exemples de mairies qui justement, on avait pu citer nous pendant, le roadshow en accompagnement avec Julien pour celles et ceux qui ont eu la chance d'y assister. Il y a une mairie qui s'est fait détourner quelque part 30 000 €. Donc voilà, les montants sont finalement assez variables, tout va dépendre naturellement aussi de la structure. Les hackers maintenant travaillent avec une intelligence un peu plus, malheureusement profonde et sont capables d'aller rechercher dans vos comptes en banque, savoir de combien vous disposez pour justement pouvoir prétendre, à vous demander cet argent-là, justement en attaquant avec des crypto-lockers, hein. C'est finalement une application qui va verrouiller vos données et pour, réavoir un accès, ils vont vous demander de payer justement quelque part une amende, mais là, du coup, ça s'appelle une rançon, et naturellement, c'est un peu du libre arbitre, à savoir un peu comment ils vont, chiffrer tout ça. Donc il est important naturellement de s'en prémunir. Alors finalement, c'est bien beau tout ça, mais que dit l'État là-dessus? Au-delà de notre baratin technique, on se rend compte que déjà pendant la crise sanitaire, il y a eu énormément d'attaques qui se sont développées. On parle quand même de 400 de plus d'attaques qui se sont développées. Pourquoi? Parce que naturellement, on a été privé de sortie pendant un long moment et les hackers ont pu naturellement travailler leurs techniques et approfondir justement leur approche. Encore plus aujourd'hui, bon l'idée c'est pas non plus de vous faire peur, mais de vous parler d'une réalité qui est la nôtre. Ils ont maintenant des outils à disposition, des intelligences artificielles pour pas ne citer que ChatGPT, qui vont pouvoir justement les accompagner dans leur attaque et dans leur approche et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a même plus besoin d'être un vrai hacker. ChatGPT peut nous accompagner dans du codage. C'est vrai que c'est une belle prouesse technologique, mais entre de bonnes mains, c'est sûr, c'est super, mais entre de mauvaises mains, c'est comme tout, ça peut faire des ravages. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que annonce, quelque part, là, comme source, SESIN et aujourd'hui, c'est compliqué de se prémunir de ça, donc il faut vraiment être dans une logique de préventive. Alors c'est bien beau, mais comment finalement ils arrivent à rentrer, ou arriver à leur fin? Le vecteur premier, c'est sûr que c'est nous, hein, en tant que personnes manipulables. Mais pour arriver à nous, de manière le plus simple et le plus évident, ça va être de vous écrire un mail. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va catégoriser comme phishing, hein. Le phishing va être simplement là pour collecter vos données. Ça va être un mail qu'on va vous écrire d'une manière un petit peu aléatoire, qui va traiter d'un sujet quelconque, hein. L'idée, c'est pas non plus d'attirer votre attention ou assez faiblement, ça va être plutôt de vous forcer à cliquer sur un lien pour ensuite avoir une collecte de vos données et après derrière, avec cette collecte de données, ils vont vous écrire un mail plutôt personnalisé, ce qu'on va appeler le spear phishing. Où là, justement, l'idée, c'est déjà de vous cibler que vous, hein, contrairement au phishing, là, ça a été un envoi de masse. Le spear phishing, ça a été un envoi personnalisé. Et l'idée, c'est de rendre ce mail légitime à vos yeux en se faisant passer, ne serait-ce que par l'État, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a eu énormément de personnes où ils ont reçu un mail soi-disant de l'État en demandant de régulariser notre situation. Et en plus, pour être un peu plus légitime, ils vont faire en sorte de coordonner justement ces relances-là qu'on reçoit généralement au mois de septembre. Donc voilà, ils fonctionnent de manière assez, logique et surtout pertinent. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer du temps justement à travailler tout ça, donc l'idée c'est de rendre l'attaque quasi réussite. Et aujourd'hui, on se rend compte que, ces attaques-là, sur l'année 2022, ça représente 74 des attaques, ce qui est énorme.
L'année 2023 ne s'est pas encore écoulée, mais c'est un chiffre qui va ne cesser d'augmenter, justement grâce aux outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir justement automatiser ne serait-ce que les phishing. Parce qu'aujourd'hui, un mail de phishing, c'est vrai qu'on se rendait compte assez facilement que c'était rempli d'erreurs, de formulations un peu douteuses. Là, avec des outils, dans le sens, ils vont pouvoir perfectionner tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de déceler le vrai du faux. Donc voilà, comme on dit: «Le moindre doute, le mieux, c'est de passer un coup de téléphone», surtout quand on parle de choses assez sensibles, notamment dans un changement de RIB ou encore lorsqu'on vous met une pression quelconque pour payer quel que soit le projet, que ce soit un rachat de société ou encore, un matériel. Mais pas que, hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un peu plus de 33 de tentatives de connexion force brute. Alors, force brute, c'est quoi? C'est de se dire que, bah, l'idée, c'est que je vais tenter de me connecter, à votre compte, à votre boîte mail, par exemple et naturellement, si vous n'avez pas un mot de passe suffisamment sécurisé, bah, c'est très facile pour un hacker pour rentrer, sur votre compte, surtout si vous avez un mot de passe qui est rattaché à vous. Voilà, maintenant aujourd'hui, il faut quand même aussi réfléchir à avoir un bon mot de passe. Qu'est-ce que c'est un bon mot de passe? Bah, c'est 14 caractères, majuscules, minuscules, chiffres, caractères spécial ou spéciaux de préférence, qui soient différents sur chaque site, qui ne soient pas rattachés à vous. Alors évidemment, ça paraît un petit peu contraignant et un peu lourd à encaisser, mais pour autant, on se rend compte que, bah, un mot de passe qui est pas sécurisé, c'est facile, hein, pour un hacker. Il lui suffit d'une minute maximum pour rentrer chez vous et là-dessus, bah, c'est important de s'en prémunir. Alors c'est sûr quand ça nous arrive pas, on prend pas conscience de ça. Et quand ça nous arrive, bah, c'est sûr qu'on on comprend tout de suite. Donc voilà, tout ça, ce sont finalement des statistiques. Bon, je ne vais pas tous les lister, vous les voyez assez bien. Si ce n'est que l'arnaque au président, bah, c'est une fois qu'on a réussi à rentrer dans la boîte mail, bah, c'est de pouvoir échelonner les services. Disons que, bah, aujourd'hui, je suis arrivé dans la boîte mail de l'accueil et bah, l'idée, c'est d'aller jusqu'à la boîte mail du comptable ou voire même du gérant président et à partir de là, forcément, vu que j'ai une vue d'ensemble, je vais pouvoir, faire un peu ce que je veux. Donc, voilà, tout ça, il faut faire attention. Alors ici, on parle finalement, quel coût, représentent ces attaques-là? La première qui est la plus forcément la plus logique, hein, à travers leur attaque, c'est de venir paralyser finalement votre fonctionnement. Justement à l'aide de CryptoLocker qui met un cadenas sur vos données, voire même sur, l'ensemble de vos données et donc ça, naturellement, ça a une perturbation assez énorme de la production et voilà, d'après un sondage, qui a été effectué, on se rend compte que c'est quand même un quart des attaques où ils se rendent compte qu'il y a une vraie perturbation et pas une simple paralysie, d'une donnée quelconque. Ce qui est énorme, hein, parce que demain, une société qui a un fonds de roulement, un fonds de production, un atelier justement et ils font de l'import-export. Le fait de paralyser sa production, bah, c'est de paralyser la société, c'est de mettre des gens au chômage technique. Des gens au chômage technique, il faut les payer, pour autant on ne revend pas, le plus que l'on produit donc bah, tout ça chiffré sur une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, bah, ça va vite. Surtout si on a, ne serait-ce qu'une flotte de 20 salariés, voire plus. Donc, ouais, tout ça fait peur, donc faut faire attention. Et puis après, on revoit un peu ce qu'on a vu, la perte d'image, compromission d'informations, et j'en passe. Et puis là-dessus, je vais laisser naturellement Kyrian reprendre la main sur, bah, finalement les retours clients qu'on a eus. C'est ça. Donc effectivement, ces chiffres que Kevin vient de nous présenter, donc on les sort pas de notre chapeau, ce sont des chiffres qui sont tirés du baromètre annuel qui est édité par le CESIN, donc le club des experts de la sécurité informatique et numérique. Et donc c'est un baromètre, un sondage qui est fait annuellement parmi tous les membres du CESIN. Donc il y a, c'est vrai, un certain nombre d'entreprises travaillant dans le domaine de l'informatique et des technologies, mais on a quand même un panel d'autres entreprises qui font partie des adhérents du CESIN et qui sont, sondés, dans le cadre de ce baromètre. Dans ces entreprises, dans ces, différentes structures qu'on va pouvoir sonder, on va retrouver des structures du milieu, scolaire, du milieu éducatif et là, on va parler, de ce qui s'est passé, relativement récemment à Nantes.
puisque le groupe scolaire de la Joliverie a été victime d'une cyberattaque en fin 2021 et ça a impacté 5 000 personnes. Il n'y a pas eu d'impact financier, pour ainsi dire. Enfin, en tout cas, il y a pas eu de ils n'ont pas payé la rançon. Par contre, ça apporte effectivement, on l'a dit, Kevin l'a dit tout à l'heure, un certain coût sur la remise en route des systèmes. Puisque même si on a des sauvegardes, eh bien, il va falloir restaurer les sauvegardes, remettre en route le matériel qui aurait pu, être éteint ou qui aurait pu, être impacté par l'attaque et pendant ce temps-là, on a plus de 4 700 élèves et 300 enseignants, de la primaire au bac+5, qui se sont retrouvés en fonctionnement très, très dégradé puisque l'intégralité du système informatique était par terre. D'où le fait d'avoir de bonnes sauvegardes et d'auditer, de venir vérifier régulièrement son système d'information. On va prendre un petit cas pratique maintenant pour, essayer de contextualiser un peu, à quoi peut servir un audit. Donc ici, on est dans la société Tout le monde SAS. C'est une société, qui travaille dans le milieu du bâtiment, qui vend des matériaux pour le milieu du BTP. Elle a des sédentaires, des commerciaux sédentaires ou en tout cas une équipe sédentaire qui va gérer les stocks, intervenir auprès des fournisseurs et on a également une équipe nomade qui va se déplacer sur le terrain, pour la plupart des commerciaux, pour démarcher les clients. Cette société, elle a préféré installer les serveurs de messagerie dans ses locaux. Ces données sont bien au chaud chez elle, c'est elle qui a la maîtrise du système d'information, elle risque pas de se les faire voler par un hébergeur qui serait peu regardant. Les commerciaux nomades qui accèdent à la messagerie depuis l'extérieur, c'est quelque chose de relativement récent. Jusque-là, les serveurs de messagerie ils étaient accédés directement depuis l'intérieur des locaux, mais puis récemment, il y a eu une ouverture de port qui a été faite sur le pare-feu pour permettre aux collaborateurs à distance d'accéder à leurs messages. Et bien souvent, ce serveur de messagerie, il présente des failles, comme beaucoup de logiciels d'ailleurs. C'est pour ça qu'on propose régulièrement des mises à jour. La plupart du temps, ce ne sont pas des mises à jour de fonctionnalité, elles vont pas vous apporter de grandes nouveautés au niveau des fonctions du logiciel, de l'interface. Mais la plupart du temps, ça va être des mises à jour de sécurité qui vont venir corriger des bugs, des failles de sécurité qui ont été découvertes. Ce serveur de messagerie étant exposé sur Internet, il y a de grandes chances qu'il soit scanné par un pirate qui le découvrira et qui trouvera la bonne version de ce logiciel pour savoir quelles vulnérabilités y sont associées. Puisque même si ça sert de prime abord aux chercheurs en cybersécurité de se faire passer l'information, de rendre les informations publiques sur ce genre de failles, ça sert aussi les pirates malheureusement. C'est pour ça qu'il est important de faire ces mises à jour régulièrement. Le pirate, à partir de là, il va pouvoir s'emparer des échanges de l'entreprise avec les clients, usurper l'identité des collaborateurs pour récolter des fonds éventuellement. Il pourra également aller beaucoup plus loin et lancer un ransomware, un cryptolocker et chiffrer toutes les données de l'entreprise et la forcer à payer. Le but, c'est pas d'en arriver là, évidemment, et ces vulnérabilités, ces problèmes de configuration, ce défaut, d'exposer le serveur de messagerie, directement sur internet, voire même de continuer à héberger soi-même un serveur de messagerie sans le maintenir suffisamment à jour, ça fait partie des choses qu'on aurait pu voir en faisant un audit, qu'on aurait pu repérer et proposer de corriger en faisant un audit. Si on prend la sécurité de notre SI comme un château fort pour le protéger, on va avoir besoin de plusieurs éléments. On va avoir un donjon, donc qui va représenter, le SOC et le SIEM chez nous, où on va mettre le cœur de l'intelligence, la préparation des défenses du château fort. On va avoir les tours de garde aussi, ici qui vont mimer un peu le rôle de l'EDR sur un système informatique et qui vont permettre de protéger très efficacement
en en pouvant attaquer les assaillants, les remparts qui vont ici, prendre le rôle du pare-feu, puisqu'ils vont empêcher les assaillants d'atterrir trop facilement dans la cour du château, et le pont-levis qui ici va assez bien tenir le rôle du VPN, qui lui du coup à évitera qu'un attaquant puisse rentrer sans montrer patte blanche dans les cours du château, alors que quelqu'un qui est autorisé, lui, pourra rentrer. Ce château fort, il va falloir du monde pour le protéger, il va falloir du monde pour le contrôler, vérifier qu'il n'y a pas de fissures dans les remparts, vérifier que les tours de garde sont en bon état, que les canons sont armés, que le donjon est protégé comme il faut. Ce sont les gardes, et c'est eux qui vont faire leur chemin de ronde, comme nos auditeurs, qui vont vous permettre de maintenir la sécurité de votre système d'information ou du château fort à un bon niveau. Donc chez Webfleet, on adopte 2 angles d'attaque pour les audits de sécurité. D'un côté, l'audit technique, on va rentrer dans le détail de chacun des 2 juste après, et de l'autre, l'audit d'hygiène. L'objectif de l'audit technique, c'est d'être un peu plus pragmatique, un peu plus direct sur les mesures à mettre en place, alors que l'audit d'hygiène, il sera plus intéressant quand on aura déjà un petit peu de maturité au niveau sécurité et qui permettra d'amener au-delà des mesures techniques, d'amener des mesures organisationnelles sur la sécurité de l'entreprise. Pour l'audit technique, chez Webfleet, on a choisi 2 solutions pour nous appuyer, dans nos tests. Donc on a d'abord choisi la solution Nessus qui va nous permettre de scanner les machines qui sont présentes dans le réseau et de relever un niveau de vulnérabilité qui correspond à chaque machine. Ce scanner, il va découvrir les ports ouverts, on va pouvoir lui donner des plages d'adresses réseau assez larges et ensuite il nous remontera seulement les machines qu'il a découvertes évidemment. Et ces scans de vulnérabilité, ils sont faits par rapport à une base de vulnérabilité qui existe, donc CVE pour Common Vulnerabilities and Exposures, donc qui est une base publique de vulnérabilité. Si vous cherchez CVE Exchange par exemple, vous trouverez les vulnérabilités publiques pour les serveurs de messagerie Exchange. Si vous cherchez CVE Firefox, CVE Google Chrome, vous trouverez là aussi les vulnérabilités et leurs détails techniques dans la base de données. On va obtenir à partir de ce scan un rapport détaillé qui va nous expliquer quels CVE, quelles vulnérabilités ont été trouvées sur le système d'information et la plupart du temps nous donner les clés de résolution de ces vulnérabilités. Quand on a des vulnérabilités de ce type-là, ici, on va retrouver une vulnérabilité BlueKeep. Voilà, et on voit très bien que la deuxième ligne de vulnérabilité, c'est que l'OS est un Windows XP. Donc la résolution la plus simple de cette vulnérabilité, c'est de soit désactiver la machine si on n'en a plus besoin. Ça peut être simplement un oubli sur dans un périmètre qu'on n'a pas assez exploré, et on va pouvoir récupérer les informations qui sont sur la machine et la migrer. Ou alors c'est une machine qui, comme on le voit parfois dans les milieux industriels, permet de contrôler une chaîne de production ou des automates avec des logiciels très spécifiques. Et dans ce cas-là, on va chercher à isoler ces machines et à les rendre les plus blindées possibles. On a un deuxième format du rapport qui est délivré par Nessus, où sur la vue d'avant, on avait une vue sur une seule machine et on voyait le détail des vulnérabilités. Là, ici, chaque ligne représente une machine et donc on a le nombre de vulnérabilités en fonction de leur niveau par machine. Et donc là, on va voir que, par exemple, sur la première ligne, on a un hôte qui a 147 vulnérabilités critiques, ce qui est relativement élevé. Voilà, ça va demander une correction. Mais voilà, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, la plupart du temps, quand on a un niveau de vulnérabilité critique très élevé, la plupart du temps, la correction la plus simple et celle qui sera préconisée par nos services, ça sera de mettre à jour l'applicatif
ou le système d'exploitation de la machine, en question. Avoir les machines, avoir leur niveau de vulnérabilité sur un système d'information, c'est bien, ç ça fait déjà une bonne partie du travail, mais maintenant, dans la plupart des entreprises, on a un annuaire, on a une base d'identification qui est l'Active Directory, et là aussi, l'Active Directory, il est source de bien des problèmes, il est source de bien des vulnérabilités. On a pu voir le cas régulièrement, par les quelques audits qu'on a pu faire dans le passé et par, les différentes, expériences qu'on a pu avoir au sein de notre service, qu'on trouve régulièrement des mots de passe en description des comptes dans l'Active Directory. Sachant que de base, enfin, à l'origine, les comptes ont un droit de lecture sur ce qui existe de l'Active Directory, sans avoir de privilège d'administration, sans être, administrateur de l'entreprise. On peut lire qui est présent dans l'entreprise. Vous pouvez lire à qui vous allez envoyer un courriel dans votre entreprise, qui existe dans votre entreprise. Et bah, ça va permettre de récupérer des mots de passe, parfois s'ils sont en description des comptes. On va pouvoir voir qu'une machine à laquelle tout le monde a accès a des privilèges d'administration, a une position importante dans le domaine Active Directory. Ce genre de choses, ce genre de vulnérabilité, problème de configuration la plupart du temps, de petits oublis, on va les retrouver avec Ping Castle. Et là encore, on va avoir les mesures qui vont venir corriger les vulnérabilités qu'on aura trouvées, avec voilà, différents spectres. Donc, Ping Castle, c'est une solution qui est française, qui est développée par un ingénieur français, qui a eu un rôle de RSSI pendant un certain nombre d'années et qui en avait un peu assez de ne pas pouvoir auditer son Active Directory pour savoir où est-ce qu'il en était au niveau de ses vulnérabilités, comment est-ce qu'il pouvait faire pour s'améliorer. Donc, dans les indicateurs que Pinkcastle va nous remonter, on va avoir un indicateur d'anomalie, de compte privilégié, puisque les comptes privilégiés, on en a besoin pour administrer un système de formation, pour administrer un Active Directory, mais il n'y a pas besoin que tous les utilisateurs soient administrateurs. Et donc, en fonction de ça, on va avoir un niveau de sécurité qui va baisser. Plus on aura d'administrateurs, plus on a de risques qu'un utilisateur puisse devenir une arme sur le système informatique. Là, on a le modèle de risque qui correspond à l'audit, à ce qu'on a retiré de notre scan Ping Castle, puisqu'on va lancer, c'est une solution technique qui va venir auditer programmatiquement l'Active Directory, qui va nous épauler dans notre diagnostic. Et donc là, on va voir quelles parties sont les plus critiques, sur quelles parties on peut agir le plus rapidement pour sécuriser notre Active Directory. Plus la couleur est du côté du rouge, plus la couleur tend vers le rouge ou le orange, plus il y a de vulnérabilité. Et là encore, généralement, plus ce sera facile à faire dans la bonne partie du temps. C'est souvent de venir corriger les dernières petites vulnérabilités basses ou voilà, très très faibles qui prendra le plus de temps. Là, voilà, on voit qu'on a un, on a une case qui est bleue, le score est 0 et effectivement les mots de passe ne sont pas faibles. Il n'y a pas d'urgence à se concentrer là-dessus. Par contre, on voit que dans les comptes privilégiés, on a des comptes qui ne se sont probablement pas connectés depuis un long moment et qui risqueraient d'être faciles à dérober. Donc c'est probablement plutôt sur ça qu'il faut agir. La méthode de travail donc avec Ping Castle, constat un peu le mantra de Ping Castle, c'est de dire que la sécurité de l'AD, elle est imprévisible. C'est assez complexe, il faut rentrer dans le détail, il faut comprendre l'organisation, comprendre les enjeux de l'organisation pour apporter une amélioration intéressante à la sécurité de l'AD.
Donc on va pouvoir exécuter des contrôles de sécurité avec Ping Castle. Et à partir de ces contrôles et de du constat qu'on aura fait avec Ping Castle, on va pouvoir surveiller l'évolution et renforcer la sécurité. Et voilà, si on va un peu plus loin, on va pouvoir s'organiser pour détecter des pirates et même détecter des pirates qui seraient encore plus avancés avec un niveau de granularité plus fin sur notre détection des vulnérabilités dans l'Active Directory. Voilà pour la partie technique. On rentre maintenant dans l'audit d'hygiène qui, lui, va porter une vue côté organisationnel de la société. Le but, c'est de consolider les mesures qui ont déjà été prises en matière de sécurité informatique. C'est pour ça que l'audit d'hygiène, je le présentais tout à l'heure comme quelque chose qui arrive avec quand on a un niveau de maturité plus fort, puisqu'on va venir apporter un regard critique sur l'organisation de la société, sur les processus. Est-ce qu'on intègre de la sécurité dans les processus métiers, dans les déploiements clients, dans les projets? Et cet audit d'hygiène, nous, on le construit par rapport à la norme ISO 27002. Donc cette norme-là, c'est un catalogue de mesures techniques qui vient compléter, qui vient complémenter en fait l'ISO 27001. L'ISO 27001, elle va demander la mise en place de mesures techniques. L'ISO 27002 va venir apporter plus précisément ces mesures techniques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes à appliquer, que si on applique l'ISO 27002 voilà, stricto sensu, ça ne veut pas dire qu'on aura tout bon et qu'on sera forcément certifié ISO 27001, mais ça va venir nous accompagner sur toutes les mesures techniques qui seraient à mettre en place à la suite, ou en tout cas dans la perspective d'une certification ISO 27001. On va retrouver quelques points de contrôle qu'on va pouvoir relever pendant un audit d'hygiène. Voilà. Par exemple, vous posez la question de votre salle serveur, est-ce qu'elle est protégée? Qui en possède l'accès? Comme les comptes administrateurs tout à l'heure, on va éviter que tout le monde ait les clés du château fort. Sinon, autant laisser la porte ouverte. Est-ce que vous avez une politique de gestion de mots de passe? Est-ce que vous leur imposez une longueur et une complexité suffisante? Est-ce que vous imposez à vos collaborateurs d'avoir un mot de passe de 14 caractères, de le changer régulièrement, etc. Et est-ce que vous avez un outil pour leur stockage? Puisque avoir un mot de passe de 14 caractères, très bien. Si on l'utilise absolument partout, il va perdre en efficacité. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir un mot de passe différent pour chaque site. Et comme on n'a pas une mémoire infinie, il y a plein d'outils qui existent pour leur stockage. On va venir aussi appuyer sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des comptes génériques? Qui utilise ces comptes génériques? Est-ce que vous avez moyen de le tracer? Si quelque chose se passe mal dans votre système informatique, est-ce que vous avez moyen de remonter à la source? Et surtout, si votre système d'information tombe, si il est mis à mal par des pirates ou par une simple panne informatique, est-ce que vos équipes sont capables de reprendre? On ne répétera jamais assez, le meilleur rempart contre le ransomware et la fuite d'eau, c'est les sauvegardes. Donc pensez à les vérifier régulièrement et à vérifier surtout si vos équipes sont capables de les remettre en ordre. Hop. Bah, écoute, merci Kyrian, hein, pour ces précisions et ces points de vue techniques. Voilà, comme vous l'avez compris, vraiment, l'audit de sécurité est là avant tout pour vous accompagner et vous aiguiller sur les failles qui sont existantes et à quel niveau elles apportent un taux de criticité sur votre système. Donc effectivement, avoir un bon jeu de sauvegarde, c'est déjà une très belle étape. Mais pour vraiment se renforcer et d'avoir une pleine maturité et avoir conscience sur le niveau d'équipement qu'on a en termes de sécurité, bah, l'audit est là, hein, on est là pour vous accompagner et Kyrian se fera un cœur joie de pouvoir vous accompagner dans un futur assez proche. Comme vous pouvez le voir, ça faisait partie aussi d'une brique de notre axe cybersécurité. Mais on ne propose pas que simplement des audits. Comme vous pouvez le voir sur un stade joliment dessiné, on a plein d'autres offres.
notamment sur, la sensibilisation. J'en parlais assez brièvement tout à l'heure. On avait mené pendant ce qu'on appelait nous un événement, le roadshow, des sessions de sensibilisation à la cybersécurité. C'était sur des formats d'une heure et demie. Alors c'était des démarches qui ont été complètement gratuites, hein, c'était des démarches non mercantiles et j'ai pu avoir la chance de co-animer ça donc avec mon collaborateur Julien Morin. Mais voilà, on n'est pas agréé formateur, on n'est pas Calliope, donc on a une équipe cyber qui est aussi là, bah, pour, apporter un discours beaucoup plus technique et un beaucoup plus haut, si toutefois vous voulez vraiment avoir un regard beaucoup plus, critique et pragmatique et surtout, bah, pour pouvoir estimer pas une certification, mais avoir une hauteur d'un discours, plutôt, cohérent que nous, on sera plus amenés à avoir un discours beaucoup plus terre à terre et un peu plus enfantin pour, l'ensemble des utilisateurs. Donc autant vous dire que si vous êtes, voilà, friand d'informatique et vous êtes au poste de DGS, autant vous dire qu'on va rien vous apprendre. Mais pas que, il y a aussi le e-learning. Alors c'est bien de pouvoir prétendre une sensibilisation, mais des fois on peut manquer de temps en présentiel ou en visioconférence. Et bah, le e-learning, c'est vraiment une brique détachée de la sensibilisation. Alors, on parlera toujours de sensibilisation, mais un peu à l'instar de comme si demain on passerait le code sur internet avec une session et là on peut s'organiser comme on veut avec, voilà des questions-réponses et justement on aura aussi une rubrique, si toutefois vous voulez avoir des précisions qui sera intimement liée à notre équipe cyber qui pourront vous répondre en fonction de vos interrogations. Donc vraiment on a voulu, mettre à disposition ce cœur-là, dans tous les formats possibles, en physique, en visio ou par, le biais de e-learning. L'idée, c'est de vous proposer finalement un peu une adaptabilité à vos situations et pas vous rendre quelque chose, dire de manière marbrée, et à respecter dans un temps donné. On peut aussi vous accompagner en tant que formation, si vous voulez à monter en compétences, l'équipe cyber est aussi là pour vous accompagner, pour valider certains points. L'audit de sécurité, bah, ça a été justement le sujet d'aujourd'hui. Le 2FA ou voire même, MFA, c'est pour justement apporter une brique de sécurité complémentaire. Là, on va parler de double authentification. Alors évidemment, on a vu que la base de tout, c'était d'avoir un bon mot de passe. Mais maintenant, aujourd'hui, même chez nous en interne, on nous pousse, moi, ils m'ont déjà en tout cas poussé à avoir une double authentification. On peut rendre compte que ça peut paraître des fois contraignant, mais aujourd'hui, c'est vraiment très utile et c'est vrai que, bah, au lieu de se dire que je vais avoir un mot de passe de 14, 16, 18, 20 caractères, bah, c'est de se dire: «J'en fais un suffisamment bon, mais je mets en place une double authentification». L'idée, c'est simplement, justement, valider sur un support différent. Par exemple, je vais me connecter sur mon compte, messagerie sur mon ordinateur et bah, je vais recevoir une notification sur mon portable pour justement affirmer que c'est bien moi l'auteur de la connexion et de confirmer que je suis bien à l'origine de la connexion. Ainsi, pour finir, on a aussi une brique qui s'appelle EDR. Assez rapidement, c'est un outil, c'est une intelligence artificielle qui va remplacer l'antivirus, hein, à l'instar de Kaspersky et Z et tout d'autres fournisseurs, éditeurs plutôt pardon, présents sur le marché. On va être sur vraiment un fonctionnement très différent d'un antivirus. Assez rapidement, un antivirus, c'est un peu à l'instar d'un vaccin, il va combattre ce qu'il connaît et donc aujourd'hui, les attaques qui prennent une telle ampleur, notamment on parle de CryptoLocker qui, bah, c'est une attaque qui n'est pas du coup un virus, c'est vraiment une application qui va forcer une commande qui est déjà existante sur nos PC, bah, pour crypter nos données, qui existe sur Windows naturellement et donc bah, ça, un antivirus finalement, il ne le voit pas. Et l'EDR, lui, va avoir un travail plutôt d'analyse comportementale finalement au niveau de l'utilisateur et surtout le comportement au niveau de l'ordinateur. Donc c'est-à-dire qu'on va lui faire apprendre, toutes ces bases-là, donc c'est-à-dire qu'on va lui apprendre que demain si j'ouvre un PDF, bah, c'est censé m'ouvrir du texte et de l'image. Comme ça, si malheureusement le jour où vous recevez un PDF vérolé parce que vous devez payer une facture fournisseur et on y voit un changement de RIB, mais vous, malheureusement, vous n'avez pas l'œil, assez avisé à ce moment-là. Bah, l'ouverture du PDF, il va comprendre que le PDF va pas simplement ouvrir, le texte et l'image, il va peut-être se connecter à internet, télécharger un virus ou encore même déclencher la commande de cryptage de données. Bah, justement, l'EDR, il va comprendre qu'on ne lui aura pas appris ceci et il va venir du coup canaliser et empêcher l'attaque de se déclencher. Donc c'est vraiment un peu un rôle qui va vous accompagner, au quotidien et c'est vraiment un outil qui aujourd'hui a vraiment fait ses prouesses. Bon même aujourd'hui, hein, l'un de nos clients assez récemment a été attaqué par un virus qu'on appelle
polymorphe, hein, c'est-à-dire que c'est un virus qui va changer, finalement d'identité. C'est-à-dire que l'EDR avait détecté qu'il y avait une anomalie. Le virus a compris qu'il a été détecté, donc du coup, il s'est transformé, il est passé sous l'œil des radars pendant un certain temps pour revenir à la surface. Malgré tout, notre DR n'a pas été si naïf que ça et a continué justement à poursuivre finalement de loin, cette vigilance et une fois que, bah, le virus a tenté de voler les données, télécharger, justement et extraire les données, bah, là, il a décidé de ne plus d'empêcher l'attaque, mais plutôt d'éliminer la menace et donc là, il est parti sur une procédure d'élimination, donc de kill. Donc vraiment l'EDR, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment un grand phare sur la sécurité. Donc voilà, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à revenir auprès de vos commerciaux respectifs. Donc Et voilà si finalement le panel de la cybersécurité, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de briques, à notre arc, là-dessus. et si jamais vous voulez en savoir plus sur le DR, on a d'ailleurs un webinaire qui est prévu très prochainement sur le sujet. Ce sera Tout à le fait. 4 juillet de 9h à 9h45 et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site vflit.fr, vflit.fr. Bah, écoutez, en tout cas, on vous remercie de votre présence et on espère aussi de votre écoute. Si toutefois vous avez des questions, écoutez, pour ma part, il me reste encore un peu de temps. Kyrian, je ne sais pas s'il te reste encore un peu de 5 minutes. Ouais, c'est bon. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur, l'onglet conversation. On se fera un plaisir de vous répondre et si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, pour celles et ceux qui sont dans la nécessité de partir, on ne vous retient pas plus longtemps. Ah ouais, tu mis une petite image qui bouge et tout, hein, c'est Ouais. Merci à vous effectivement pour votre attention. Visiblement, la présentation était plutôt claire. Non, bah, écoutez, Dans bah, la de toute façon, conversation, si vous avez des questions qui viendra à maturité à venir dans les jours, prochains, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial, qui fera, l'honneur de revenir vers Kyrian et son équipe, pour répondre à des sujets de précision. En tout cas, merci à vous et puis écoutez, on vous souhaite, bonne fin de matinée et puis si toutefois vous souhaitez revisualiser, justement la réunion, bah, du fait que vous soyez inscrit, vous allez pouvoir la revisualiser si jamais il y a eu des moments un peu brouillons et voilà, vous allez avoir la possibilité de revoir tout ça à tête reposée. Merci à vous, bonne journée à tous. merci, bonne journée à tous.